Bonsoir à toutes et à tous. On va finir de s'installer pour démarrer le débat. Merci de prendre place, de mettre les téléphones en mode aérien, puisqu'on va être très terre à terre dans le débat ce soir. On va parler agriculture, on va parler du sucre, et donc on va parler de deux plantes, la canne à sucre et la betterave à sucre, pour explorer une dimension géopolitique sur cette culture agricole, ces deux plantes agricoles qui ont des vertus multiples. Et on est très heureux de pouvoir vous accueillir dans les locaux de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Ça fait plus d'une dizaine d'années que l'IRIS, parmi ces aventures thématiques et ces diversifications de recherche, explore parfois des enjeux géopolitiques trop peu commentés ou peu regardés dans l'analyse stratégique. Les questions agricoles en faisaient partie il y a 10-15 ans. L'Institut a fait le choix de développer une expertise aussi sur la dimension géopolitique des questions agricoles et de la sécurité alimentaire en général. Force est de constater que plus le temps passe, plus les questions agricoles et alimentaires en fait sont au cœur de beaucoup de sujets d'actualité internationale. On a même beaucoup de personnes qui aujourd'hui se posent des questions sur les questions justement de l'agriculture, à la fois dans le monde, en Europe, en France. On a une obsession alimentaire qui est normale, puisque a priori tous présents dans cette salle ou en ligne, et je salue les nombreux participants à la conférence qui sont également à distance. Nous avons depuis ce matin a priori mis des énergies dans notre corps, qui sont des calories alimentaires. Et le sucre rentre aussi dans ces énergies qui, au quotidien, nous animent. Mais derrière toute activité alimentaire du quotidien, il y a des activités agricoles. Et comme l'agriculture renvoie à des sujets de géographie, à des sujets de climat, à des sujets de commerce, à des sujets d'innovation, on avait à cœur avec Thierry Pouche, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis quelques années, d'explorer cette dimension géopolitique du sucre, puisqu'en fait, ça fait partie de ces produits extrêmement banalisés dans le quotidien. Puis on ne sait pas très bien d'où ça vient, on ne sait pas très bien comment c'est fait, on ne sait pas très bien qui fait quoi, qui pèse quoi sur la planète. Les équilibres en fait sont extrêmement fragiles, reposent sur des dimensions qu'on va traiter ce soir. Et j'ai le plaisir d'animer ce débat. Je le fais en tant que chercheur associé à l'IRIS. Donc, je vous accueille volontiers dans cet institut. Et on a le plaisir ce soir d'avoir trois témoins pour débattre de cette géopolitique du sucre. Celle qui nous vient de très loin, Caroline Rayol, qui va nous parler du Brésil. Caroline Rayol est analyste senior en intelligence stratégique aujourd'hui chez Adit France, mais a longtemps travaillé comme conseillère politique et affaires étrangères à la présidence du Brésil, sous les mandats précédents de l'actuel président Lula, si je ne me trompe pas. Et vous êtes spécialiste en bioéconomie, également biocarburant. Vous connaissez bien les questions agricoles et vous allez nous expliquer que la canne au Brésil permet même de faire de l'électricité, vous me disiez tout à l'heure. Et on voudrait mieux comprendre où va le Brésil agricole, entre son économie, l'environnement et les nouvelles orientations stratégiques dans ce pays. Et pourquoi, quand on parle de sucre, sur la planète, si on parle de sucre, on est obligé de parler du Brésil. C'est un peu comme le jus d'orange ou le café, c'est qu'il y a des produits du quotidien. Le sucre en fait partie. Le Brésil est un peu dominant dans le paysage et nous avons besoin de faire escale dans ce grand pays d'Amérique du Sud. Anne Sander, merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée depuis 2014. Vous êtes membre de la Commission agriculture et développement rural. Vous êtes aussi questeur de la Commission européenne. On reviendra avec vous sur les dimensions d'une Europe qui, entre le pacte vert, entre les sujets de souveraineté énergétique, alimentaire, agricole, industrielle, cherche un peu sa voie aujourd'hui. Et peut-être la question du sucre et de la betterave à sucre en Europe se trouve à un carrefour entre les engagements depuis longtemps pris sur le continent européen
pour aller chercher de la performance environnementale avec tout ce qui se passe aussi sur le terrain plus géopolitique, dans les voisinages européens, dans la planète et aussi en Europe. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Strasbourg pour être avec nous ce soir. Et puis Thierry Pouche, donc, qui est mon complice sur ce livre géopolitique du sucre. Thierry est économiste, il est le chef du service études et prospectives aux chambres d'agriculture, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, membre de l'Académie d'agriculture de France, auteur, conférencier. Je ne le présente plus avec ses différentes casquettes. C'est l'agroéconomiste en France qui permet de tout comprendre. Et il va nous dire la filière française, en fait, sucre, entre le Brésil, l'Europe et la planète, quelles sont les questions qu'on peut se poser. Je rappelle que vous pouvez poser des questions, ceux qui sont en ligne sur la plateforme, ça me permettra d'animer le débat. Même chose en salle, préparez vos stylos, vos questions. On a un temps prévu pour les échanges, c'est important. Et je voudrais simplement, avant de donner la parole à Caroline et l'interroger sur le Brésil, je voudrais vous dire 5 choses. La première, c'est que le sucre consommé aux 4 coins du monde quotidiennement est produit en canne et betterave sur des superficies qui correspondent à une demi-France. Donc les terres dédiées à la production de sucre dans le monde ne sont pas très vastes. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que la canne et la betterave, ce sont des productions agricoles qui font de l'alimentaire, mais qui font plein d'autres choses qui sont au cœur de nos grands enjeux aujourd'hui de transition climatico-énergétique. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que nous avons sur la planète 2 grands pays qui font de la canne à sucre et de plus en plus, notamment pour leur mix énergétique et leurs engagements climatiques. Le Brésil, on va en parler, mais l'Inde, géant du sucre. Et l'Inde est confrontée aussi à des enjeux climatiques et des perturbations climatiques qui peuvent interroger sur sa capacité à proposer du sucre à la planète. La quatrième chose, pardon, c'est que le premier producteur mondial de betterave à sucre aujourd'hui s'appelle la Russie. Et ce n'est pas forcément connu. Et si on rétropédale à 20 ans ce que la Russie a fait sur certaines filières, il y a sans doute des questions à se poser sur ce que fera la Russie sur la planète sucre après 2040. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que avec de la betterave à sucre, vous avez du gel hydroalcoolique sur les mains, des bonbons Haribo pour vos enfants, parfois de l'essence à la station si vous approvisionnez votre voiture, et vous avez aussi du sucre. Ce fameux carré qui rentre dans des tasses à café ou d'autres choses, mais vous avez du sucre dans plein d'autres produits. Et je rappelle que pour les nourrissons, comme le corps humain, le cerveau a besoin de beaucoup de sucre pour fonctionner et un bébé adore du sucre parce qu'il apprend plein de choses au début de sa vie et sans sucre, en fait, il est moins intelligent. Et donc, je me permets de le dire, on n'a pas fait un livre sur le sucre, la santé, les équilibres nutritionnels, ce n'est pas l'objet, mais je voulais rappeler ce petit point de base. L'être humain a besoin de sucre pour fonctionner, le corps aussi, et surtout le cerveau qui est le premier consommateur de sucre dans le corps humain, et notamment pour les plus jeunes d'entre nous, ce que nous avons a priori tous été un jour de notre vie. Donc, je me permets de rappeler ce petit point, d'autant que, Caroline, vous avez eu récemment un petit bébé. Ça me permet de faire la transition. Félicitations pour ça. Mais je voudrais démarrer le débat avec vous, Caroline, avec finalement une question assez simple. Pourquoi la canne à sucre? Le Brésil a mis le turbo sur cette culture et depuis très longtemps. Où on en est? Et en gros, c'est quoi les intentions du Brésil avec de la canne à sucre aujourd'hui, sachant que ce pays est un pays agricole fort, mais qui est aussi aujourd'hui questionné dans le monde sur la déforestation, les aspects environnementaux. Alors, comment ça se situe le débat canne à sucre aujourd'hui au Brésil et en même temps cette trajectoire ces dernières années dans le pays? Et merci encore d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui est très stratégique et qui ne reçoit pas l'attention qu'il mérite.
les sucres est-il géopolitique? Aujourd'hui, je vais vous parler du leadership brésilien dans ce domaine et quelles sont les clés de son succès. Voilà. Donc, le Brésil produit du sucre depuis 1530. Actuellement, il produit 21% du sucre mondial, c'est beaucoup, en utilisant seulement 1,2% de sa surface agricole, sachant que la surface agricole de 1,2% est dédiée à la canne à sucre, qu'on produit au Brésil 40% de sucre et 60% de l'éthanol. Donc, on produit aujourd'hui plus d'éthanol que du sucre avec la canne à sucre. Le Brésil exporte 42% du sucre mondial, c'est que c'est beaucoup, il impacte énormément les prix du sucre mondial. Il n'y a pas un pays donné importateur que le Brésil est dépendant de cette importation. En revanche, la Chine est le premier importateur mondial du sucre brésilien et il importe 12% de son sucre. J'ai fait juste une petite parenthèse sur l'Inde aussi, qui est assez intéressant. Il produit beaucoup de canne à sucre, beaucoup de sucre, mais elle est le deuxième plus gros importateur de sucre du Brésil. Donc, ils ont besoin de sucre parce qu'ils ont une population qui est très importante. Et une autre information sur l'Inde intéressante, c'est que maintenant, ils sont en train d'établir un taux de comparaison d'éthanol dans l'essence. Donc, je pense que ça va impacter les marchés du sucre mondial, ce développement de l'éthanol en Inde. Je ferme cette parenthèse. Alors, le leadership brésilien dans les marchés du sucre est dû, à mon avis, à trois facteurs. Les premières, c'est la culture des cannes à sucre. On va y revenir. Les deuxièmes, c'est le dynamisme de ces industriels. Et les troisièmes, c'est l'environnement favorable à cette filière créée par l'État. Donc, c'est sa volonté politique. Donc, tout d'abord, on va parler de la canne à sucre. La canne à sucre est une plante qui est très efficace puisqu'elle a un taux de conversion de CO2 en biomasse qui est très important. L'éthanol de canne à sucre émet 90% moins de CO2 si comparé avec l'essence, son substitut, et est considéré par l'État de la Californie comme un biocarburant avancé pour cette raison-là. Aussi, elle est très efficace en transformer une unité d'énergie fossile en énergie renouvelable. Avec une unité d'énergie fossile, on produit 9 unités d'énergie renouvelable, sachant que les maïs, par exemple, produisent 6. Donc, en soi, la canne est intéressante comme culture. Certes, elle a produit moins de sucre que la betterave par hectare. En revanche, elle a produit beaucoup de biomasse, donc de la paille et de la bagasse. Et donc, avec la canne, on peut faire de l'éthanol, de l'alcool, du sucre, mais aussi de l'électricité avec la bagasse. Les Brésil, toutes les usines, 100% des usines brésiliennes de sucre ou d'éthanol sont autosuffisantes en énergie grâce à cette cogénération à partir de la bagasse. Et les Brésil, 5% de toute son énergie électrique, c'est un pays de 200 millions de personnes, provient de la bagasse et la canne à sucre. Donc, c'est considérable la production électrique à partir de la bagasse. Et enfin, aussi, on méthanise la vinasse, qui est riche en potasse, et en la méthanisant, on produit du biogaz en plus, et on aussi utilise comme fertilisant dans les champs. Donc, on peut dire que la canne à sucre, mais comme la betterave, bien évidemment, est circulaire par nature. Et un autre avantage aussi de la canne à sucre, qui est propre de la culture, c'est qu'elle est une culture pérenne. Donc, du coup, on plante une fois à chaque 6 ans, et ça réduit considérablement son coût de production. Donc, c'est une plante qui est un atout stratégique pour le Brésil, sans doute. Deuxièmement, l'industrie est très dynamique au Brésil. Depuis 1959, ils ont créé une coopérative qui s'appelle COSAN, qui existe jusqu'à aujourd'hui, et les producteurs de canne à sucre d'État de São Paulo. Et donc, ils sont très organisés et structurés. En 1969, ils ont créé un centre technologique de la canne qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui a même un siège aux États-Unis actuellement, et qui a développé plus de 4000 variétés de canne à sucre, y compris OGM. Et donc, on peut dire qu'il est adapté à des microclimats, micro-territoires, micro-sols. Et on peut dire aujourd'hui que grâce à ces standards technologiques, on a une productivité très importante de la canne à sucre par hectare et elle est en progression constante et importante. Donc, c'est un travail exceptionnel qui fait ces centres technologiques qui appartient aux industriels de canne à sucre. Ils investissent fortement en innovation. Donc, les agriculteurs de canne à sucre au Brésil utilisent par exemple des tours 4G qui échangent des données entre camions, tracteurs, usines
et satellite. Et comme ça, il peut optimiser la logistique, mais aussi toutes leurs opérations, ce qui réduit les coûts, mais aussi les émissions de CO2. Voilà. Et enfin, ils utilisent aussi des drones pour faire l'agriculture de précision et donc utiliser moins des engrais possibles ou quel engrais nécessaire par micro-région, micro-parcelle de l'hectare. Donc, sont très innovants et très structurés. Troisième clé de succès du leadership brésilien, c'est la volonté politique. Donc, c'est l'environnement favorable créé à cette filière, pour cette filière. Donc, le Brésil a compris depuis des décennies que ses externalités positives en tant que pays, c'est sa base territoriale, son sol, disponibilité de l'eau et donc tous les atouts importants pour une agriculture puissante. Et donc, c'est pour ça que le Brésil a une puissance agricole. Donc, l'État, comprenant ça, c'est ancré dans la société brésilienne. Donc, peu importe les gouvernements, les partis politiques, en tant que vision stratégique d'État, il soutient fortement cette filière agricole avec des politiques publiques cohérentes qui donnent de la prévisibilité aux industriels, avec un centre technologique qui est l'équivalent de l'INRA ici et qui est si important comme l'INRA, qui ne se lèvera pas. Ils investissent beaucoup d'argent au travers de sa banque de développement, c'est l'équivalent de la BPI ici. Par exemple, en 2022, quelle industrie sucre éthanolier et alcoolier les banques de développement investissent 500 millions de dollars qui est en l'année 2022. Donc, c'est un exemple. Donc, il investit fortement dans l'agriculture. Et bien sûr, il oriente sa diplomatie vers l'ouverture de nouveaux marchés et à protéger l'image de ces produits-là. Donc, la stratégie de l'éthanol, dédiée à la culture des cannes à sucre, s'inscrit dans cette stratégie globale de l'État brésilien vis-à-vis de l'agriculture. Et l'État brésilien a compris l'importance de la canne à sucre puisqu'elle a produit tous les dérivés du pétrole. Mais encore mieux, parce qu'en réduisant les émissions de CO2, et ces dérivés sont renouvelables, c'est que le pétrole n'est pas. Donc, l'avenir, même aujourd'hui, mais on peut augmenter l'échelle, bien évidemment, on peut produire non seulement du sucre, d'éthanol, de l'alcool, mais du plastique, des produits chimiques, de la cosmétique, du biogaz, de l'hydrogène. Il y a des technologies aujourd'hui au Brésil qui transforment l'éthanol en hydrogène. Enfin, différents produits. Et donc, c'est vraiment stratégique pour les pays et c'est pour ça qu'il crée différentes politiques publiques et un cadre réglementaire favorable à la canne à sucre. Je vais juste citer quelques politiques publiques très vite. Donc, par exemple, les programmes Proalcool qui a développé la filière éthanolière au Brésil étaient créés en 1973 à cause de la crise pétrolière. Donc, le Brésil ne voudrait plus être aussi dépendant du pétrole importé, avoir un impact positif sur la balance commerciale et générer des emplois. Donc, pour avoir une idée, au Brésil, 2 millions de personnes travaillent pour cette industrie. C'est considérable. Il y a 200 millions de personnes en tant que population, des emplois directs. Et une unité d'énergie produite à partir de l'éthanol génère 152 fois plus d'emplois si on compare avec l'industrie pétrolière. Donc, le Brésil comprend aussi qu'il est important pour la création d'emplois, la génération des devises, des balances commerciales, puisque ça évite d'importer du pétrole. Donc, l'excédent, c'est de 13 milliards de dollars. Et les chiffres d'affaires de l'industrie, c'est 40 milliards ou 50, pardon, je ne veux pas dire une bêtise. Bref, 40 ou 50 milliards de dollars par an. Donc, le Brésil a compris l'importance stratégique de cette filière et a créé différentes politiques publiques. Donc, pardon, je reviens. Donc, il y a les Proalcool. Il y a aussi toutes les stations-service au Brésil sont obligées de vendre de l'éthanol, obligés de proposer ces produits-là. Les voitures flex au Brésil qui roulent à 100% éthanol et à 100% essence, c'est une technologie aussi développée par ces pays. On a une réduction d'impôts considérable, donc 70% des voitures aujourd'hui au Brésil sont flex. On a aussi un programme qui l'objectif, c'est de réduire des émissions du secteur du transport. Donc ça, c'est très innovateur comme politique publique. Les distributeurs de carburants fossiles sont obligés d'acheter des certificats de décarbonisation pour décarboner les secteurs du transport. Ils achètent auprès des producteurs de biocarburants en fonction des réductions
des émissions grâce aux biocarburants. Donc, et cet certificat, donc ça génère un certificat pour les producteurs de biocarburants. Bien sûr que c'est certifié et il y a une agence qui régule tout ça. Il est vendu dans la bourse brésilienne. Donc, même les entreprises qui n'ont pas cet objectif obligatoire à remplir, par exemple, une entreprise qui veut réduire ses émissions peut acheter ces certificats de décarbonation. Donc, ça crée un marché du carbone qui existe. Donc, je trouve très innovateur. Et enfin, la dernière politique publique qui a été créée, c'était pour faire émerger les programmes des biokérosènes d'aviation. Ils obligent les compagnies aériennes à, en 2027, réduire 1% de leurs émissions et en 2037, de réduire de 10%. Donc, peu à peu, une filière de biokérosène d'aviation va émerger au Brésil et va générer des emplois, des devises et d'impôts et de la richesse pour les pays. Donc, pour conclure, pardon, sur les perspectives, le Brésil a eu le compromis à la COP 26 de réduire en 50% de ses émissions. Pour les faire, il a besoin, entre autres solutions, avoir 50 milliards de litres d'éthanol. Or, aujourd'hui, c'est produit 30 milliards. Donc, en 2030, cet objectif, pardon, c'est des réductions de 50% par rapport à 2005, l'objectif en 2030. Et pour les faire, il doit produire 50 milliards de litres d'éthanol. Et donc, il y a un gap aujourd'hui de 20 milliards qu'il peut produire, il peut augmenter considérablement sa production grâce au éthanol de deuxième génération. Qu'est-ce que c'est? C'est un éthanol qu'on produit aussi à partir de la bagasse. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, si tous les hectares qui produisent de l'éthanol au Brésil, tous les hectares à canne à sucre qui produisent de l'éthanol au Brésil utilisent également la bagasse pour produire de l'éthanol, on pourrait avoir 15 milliards de litres en plus, sans 1 hectare en plus de surface cultivée. Donc, on pourrait produire beaucoup plus. Ça veut dire 45 milliards. Donc, c'est possible de les faire, mais c'est très ambitieux. Mais je pense que les Brésil, même si ce n'est pas en 2030, la tendance est qu'ils réalisent cet objectif-là. Et juste la dernière mot, je ne veux pas me parler encore davantage, mais j'ai une question pour vous. Au Brésil, l'État brésilien a compris l'atout stratégique de la canne à sucre. Je ne comprends pas pourquoi en France, on a la betterave, qui est un atout stratégique pour la France, qui vaut la canne, disons. Et pourquoi on n'a pas un État qui a un récit, les médias, la presse française n'a pas un récit positif pour défendre cette filière qui est stratégique pour les pays. Donc, si vous pouvez m'aider à comprendre, je ne comprends pas pourquoi c'est différent en France qu'au Brésil, ça pourrait être pareil. Merci, merci Caroline. Merci de votre français. Bon, c'est le Brésil, hein. Ça y va. En fait, en gros, ils n'attendent pas que d'autres leur disent ce qu'il faut faire. Donc, géopolitiquement, il y a quand même aussi des petits sujets sur lesquels on reviendra peut-être, hein, mais les relations entre l'Europe et le Brésil sont pas forcément toujours très fluides sur les sujets agriculture, environnement, énergie. Déforestation à nouveau, parce que tout ça rentre dans ce registre. Anne Sander, j'ai envie du coup de me tourner vers vous. Caroline Rayol a presque posé une question pour vous. Mais est-ce que déjà, on peut revenir avec vous sur un peu cette Europe qui, elle, fait de la betterave? Alors, je permets, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette planète sucre, je voudrais juste rappeler que, en gros, sur la planète sucre, vous avez 80% des volumes qui sont faits par la canne et 20% par la betterave. Et que la betterave sucrière s'est développée il y a en gros 2 siècles en Europe, à l'époque napoléonienne, en raison d'un facteur géopolitique, c'est qu'on ne s'entendait pas très bien avec les Anglais, qu'il y a eu un blocus et qu'il fallait maintenir du sucre sur les villes et marchés européens et qu'on a développé de la betterave il y a 2 siècles, si j'ai bien compris, en Europe. À l'époque où les Anglais pensaient à autre chose qu'au Brexit, mais enfin, ils étaient déjà une île, hein, et ils nous l'ont fait comprendre. On en est où en 2023 en Europe sur cette filière betterave?
Et est-ce que l'Europe, elle pense au sucre? Est-ce que vous discutez de sucre des fois au Parlement européen ou c'est juste un petit carré blanc dans le café du matin pour discuter des points à l'ordre du jour? Voilà. Bon, déjà, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et finalement de retrouver aussi le monde académique que j'ai quitté en 2005 pour m'investir pleinement au Parlement européen. Voilà, donc c'est l'occasion aussi d'avoir, de reprendre des contacts ce soir en étant à l'IRIS, mais évidemment avec un témoignage, là pour le coup, de parlementaires européenne qui a les mains dans le cambouis. Et quand je dis le cambouis, je crois que le terme est le bon, tant le ou les sujets sont difficiles actuellement, mais le sont depuis quelques années maintenant. Alors oui, il nous arrive de parler de la sucre, du sucre et de la betterave. Et j'y reviendrai. La difficulté aujourd'hui au Parlement européen, c'est qu'on prend les choses par petits bouts et ce qui nous manque sans doute, c'est d'avoir cette vision plus globale, plus stratégique et plus géopolitique, que ce soit au sujet du sucre ou au sujet d'autres productions. Alors, laissez-moi d'abord vous dire que euh, le sucre, effectivement, n'est pas un produit comme les autres. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il a toujours été au cœur des échanges et il l'est aujourd'hui encore. C'est évidemment un produit qui est convoité, vous l'avez bien dit, parce que le Brésil a pris la mesure de l'ampleur des usages liés au sucre. Alors, d'abord, l'usage alimentaire, c'est quand même là où l'usage qui arrive en premier. Mais effectivement, on pourrait aussi parler du parfum, de la pharmacie, de la chimie, évidemment aussi des opportunités de décarbonation. Alors très tôt au niveau européen, on a parlé de sucre et d'ailleurs dans la première politique agricole commune, dès le départ, quasiment, on a déjà une politique de quotas avec pour objectif de maintenir les prix et surtout de ne pas être en manque de sucre. Et puis au niveau européen, il y a eu, vous le savez, des réformes. Première réforme, 2006, qui a ouvert le marché européen du sucre. Et puis, grosse réforme, 2015, mais qui a été repoussée à 2017 avec la fin des quotas, ce qui devait à l'époque rendre le secteur plus compétitif. On voit depuis toutes les problématiques auxquelles le secteur est confronté, avec notamment la volatilité des marchés, dure pour les planteurs de betteraves qui se trouvent aujourd'hui confrontés, en plus de toutes les difficultés de marché, des difficultés supplémentaires liées au Brexit, liées aussi aux relations avec les pays du Mercosur. Le Brésil en fait partie, on en reviendra sans doute. Et puis, difficulté plus récente avec la guerre en Ukraine et avec l'arrivée massive du sucre ukrainien sur le marché européen. Je crois qu'on était à 20 000 tonnes avant la guerre et on doit être à plus de 400 000 tonnes et avec une production ukrainienne qui monte en flèche et qui trouve aujourd'hui toute sa place sur le marché européen. J'en profite d'ailleurs pour indiquer que j'ai obtenu qu'au niveau européen, nous ayons une discussion en commission de l'agriculture et qu'on puisse interroger la Commission européenne sur les difficultés que ça entraîne, parce que jusque-là, on a beaucoup parlé, quasi uniquement parlé des céréales, mais aujourd'hui, on a un vrai sujet avec le sucre et ce sera discuté vraisemblablement fin novembre. Secteur de la betterave est aussi confronté, comme l'ensemble des secteurs agricoles, au changement climatique, à ses répercussions. Donc, il y a une pression qui est constante
Et en même temps, moi, je pense que vraiment l'agriculture, victime du changement climatique, alors on dit parfois aussi, on dit pas, parfois aussi, on dit très souvent responsable, en particulier des difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les sujets environnementaux. Enfin, moi, dans tous les cas, je suis persuadée que l'agriculture fait partie des solutions et le secteur de la betterave en particulier. Vous savez qu'on a décidé le Green Deal au niveau européen. Donc, l'idée, c'est de verdir toutes les politiques. Et bien sûr, l'agriculture est une des politiques les plus concernées par ce Green Deal qui a été décidé au niveau européen. Et pourtant, j'ai envie de dire, le secteur de la betterave est une production vertueuse. D'abord parce qu'elle apporte des solutions en termes d'alimentation, alimentation humaine, alimentation animale, en termes d'énergie, parce que la betterave est une plante, vous le savez mieux que moi, en tout cas certains d'entre vous, qui fixe le CO2, et c'est une plante aussi qui a une capacité de résilience dans certains cas. Et aujourd'hui, on voit néanmoins que c'est un secteur qui, plutôt que d'être utilisé comme une solution au Green Deal, eh bien, doit faire face à des politiques européennes de plus en plus contraignantes. Et moi, je pense que si on veut aller dans le sens du Green Deal, et évidemment, il faut changer nos pratiques, mais ça doit se faire de manière pragmatique, de manière acceptable, et surtout, nous avons besoin d'outils pour accompagner le secteur de la betterave, mais les autres secteurs également. Alors, peut-être un mot d'abord sur la politique agricole commune. C'est vrai que cette politique agricole commune, elle est en train d'être déployée dans les différents États membres. Elle La existe nouvelle, encore. elle Elle existe existe encore. encore et nous nous battons pour la garder. Alors, évidemment, elle va être révisée bientôt. On est en train de déployer la nouvelle PAC et en même temps, il va déjà falloir se projeter sur la PAC suivante. Et là, autant on est arrivé à maintenir dans la PAC à la fois une ambition environnementale, mais à la fois aussi un outil de soutien économique, autant sur la question de la betterave, nous ne sommes pas arrivés à obtenir tout ce qu'on avait proposé parce que la Commission et le Conseil s'y sont opposés, et en particulier les outils d'intervention qu'on n'est pas arrivé à faire passer. On a eu une déclaration de la Commission qui devait nous faire un compte-rendu un an après, une analyse pour voir ce qu'il était possible de faire. Mais je suis bien consciente, et on me l'a beaucoup dit aussi, donc je suis pleinement consciente que sur la question de la betterave et du sucre dans la PAC, on n'est pas arrivé à aller suffisamment loin. Aujourd'hui, je crois que dans ce secteur, on a besoin plus que jamais de cohérence entre les politiques commerciales, entre des règles équitables. En Union européenne, on a besoin d'un choc d'investissement aussi, et on a besoin de solutions techniques. Alors, je reviens à la cohérence. D'abord, il faut une cohérence internationale. Et quand je dis cohérence internationale, je crois que l'Europe doit se montrer stricte avec les productions qui viennent de pays tiers et qui ne respectent pas nos standards à nous. Et accepter ces productions, leur ouvrir grand nos marchés, c'est mettre nos producteurs dans une situation, dans une position impossible à tenir. Alors, sur les clauses miroirs, ça c'est le sujet aujourd'hui. Le monde agricole le porte, nous le portons au niveau européen. Il y a eu des avancées dans la prise de conscience, mais dans l'activation et la mise en place réelle de clauses miroirs, tout reste à faire. Alors, on a bien obtenu des limites maximales de résidus, notamment pour 2 types de néonicotinoïdes, sauf que sur le sucre, on n'arrive pas à les détecter. Donc voilà, ça n'apporte pas de solution concrète
aujourd'hui. Il y a d'autres sujets sur lesquels on attend, alors plutôt dans le secteur de la santé animale, mais on attend des décrets, des actes d'exécution de la Commission européenne depuis des mois et des mois. Donc les clauses miroirs aujourd'hui au Parlement européen, le Parlement est aligné pour en demander, mais derrière, ça ne suit pas au niveau du Conseil et au niveau de la Commission. Pour nous, c'est néanmoins la base. Et pire encore, certains s'en servent pour, voyez, faire passer des mesures contraignantes au niveau européen en disant on va durcir les règles, mais c'est pas grave, on va mettre en place des clauses miroirs qui vont protéger le marché européen. Aujourd'hui, c'est de la poudre aux yeux parce que concrètement, ça ne se met pas en place. L'idée aussi, on a un autre sujet qui est la déforestation importée. Donc l'Union européenne a pris des mesures dans ce sens-là, mais on n'est pas arrivé à mettre la question du sucre dedans. Et aussi, il faut dire que quand on discute aujourd'hui avec un certain nombre de producteurs, ben, ils nous disent c'est très bien, l'idée est bonne, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué pour nos producteurs européens. Autre sujet aussi, je vous ai parlé des échanges à l'international. On a aussi un sujet national et en particulier un sujet de distorsion de concurrence au niveau européen. Quand on prend le sujet de la betterave, on peut évoquer la question des néonicotinoïdes qui ont été interdits par la Cour, en tout cas certains types de néonicotinoïdes. C'est pas de chance, il se trouve que c'est ceux qui étaient autorisés en France et donc on se retrouve, nous, sans solution technique, alors que dans le reste de l'Union européenne, enfin en tout cas dans certains pays, aujourd'hui, c'est toujours autorisé. Donc vous voyez, il reste un gros travail à faire pour harmoniser et pour rester cohérent. Il faut aussi des moyens financiers, il faut investir plus encore dans la recherche, dans l'innovation. Un mot sur les biocarburants. On a bien compris aujourd'hui toute la stratégie du Brésil qui va être une stratégie sur ces sujets-là gagnante. Chez nous, au niveau européen, on est encore à nous dire, avec certains, avec beaucoup de dogmatisme, qu'on ne peut pas les développer parce que derrière, il y a une concurrence avec la production alimentaire. Et on a beaucoup de mal à avancer sur ces sujets-là au niveau européen. Et puis, permettez-moi aussi de dire peut-être un dernier mot. Lorsqu'on parle de sucre, nous, au niveau européen, on le voit notamment dans le texte sur la stratégie de la ferme à la fourchette, mais dans d'autres textes aussi, le sucre aujourd'hui est plutôt dans le collimateur des autorités européennes et d'un certain nombre de collègues députés européens, parce que on est dans un système aujourd'hui où on est formaté, où on dit aux consommateurs ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, l'alcool, c'est mauvais, la viande, c'est mauvais, le sucre, c'est mauvais. Mais une fois que vous avez écrit ça dans un texte au niveau européen, eh bien, dans une stratégie, derrière, le risque aussi, c'est que ça se décline dans les textes législatifs. Et là, on voit bien cette tendance aujourd'hui très prescriptive de dire aux gens ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en tout cas, je suis moi aussi persuadée que le sucre est bon pour la santé. Alors, je ne sais pas, sur le développement du cerveau des bébés, mais je crois que ça apporte beaucoup de plaisir aussi de manger du sucre. Et ça, je crois que de temps en temps, il faudrait le rappeler aussi à un certain nombre de collègues. Voilà, donc pour conclure, je suis bien consciente des difficultés du secteur. Je suis bien consciente aussi des enjeux. Et pour avoir lu l'ouvrage de Sébastien Habis et de Thierry Pouche, alors pas en entier, hein, parce que j'ai récupéré le texte ce matin et j'avoue, quand mes assistants m'ont donné, je dis non, mais voilà, en quelques heures, mais néanmoins, j'ai lu quand même une partie importante dans le train et là un peu dans la journée, très C'est le drame du pédagogique. TGV, il est trop rapide. Ouais, voilà, exactement. Mais je dois dire que la question du réarmement
est tout à fait stratégique et que c'est la question que nous devons plus que jamais nous poser au niveau européen dès maintenant. Merci, Madame Sander. C'est- je, avant de proposer à Thierry de nous dire qu'entre le Brésil où tout va bien et l'Europe où c'est pas forcément la grande cohérence et que peut-être en France on est dans la voie du milieu, je- un peu de compromis. Juste quelques points de repère quand même sur cette production parce que on vient de parler de l'Europe un instant. Je voudrais juste rappeler que sur la betterave à sucre dans les producteurs mondiaux, dans les 20 premiers producteurs mondiaux, sachant qu'en gros, dans le monde, vous avez une centaine de pays qui font canne et betterave, vous avez moins de 10 pays qui font les deux cultures, dont la France, grâce aux Outre-mer. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Vous avez des pays qui font, comme les États-Unis ou la Chine, ils font et de la canne et de la betterave, mais il y a moins de 10 pays dans le monde qui font les deux cultures, hein. Une centaine de pays font canne et betterave. En betterave, vous n'avez pas énormément de pays et en fait, c'est surtout une production très européenne. Vous avez 8 États membres de l'Union européenne dans les 20 premiers et vous avez 3 pays, voire 4 qui sont candidats anciens ou voisins, Royaume-Uni, Serbie, Ukraine et Turquie. C'est-à-dire que la planète betterave, elle est très européenne, Europe communautaire et Europe du voisinage, si on veut préciser un peu ce point. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est que vous avez aussi des zones dans le monde où aujourd'hui, la consommation de sucre augmente pour deux raisons. Il y a à la fois plus de monde. Un pays comme l'Inde aujourd'hui est de très loin le premier consommateur mondial de sucre, mais j'aime bien rappeler une chose qu'il y a d'explicite que le nombre. C'est que l'Inde, depuis le début de ce siècle, a gagné 370 millions d'habitants. Donc, quand vous avez 370 millions d'habitants en plus en moins de 25 ans, bah, ça fait des bouches supplémentaires à nourrir sur le même territoire. Et en plus, vous avez des pays, à l'image de l'Inde, mais il n'y a pas que l'Inde, où non seulement il y a plus de monde, et parfois vous avez plus de monde qui mange enfin à sa faim. Donc vous avez une double dynamique de demande. Et vous avez une demande mondiale de sucre qui augmente de 3 millions de tonnes par an. C'est pas rien, sachant qu'on a une production mondiale à peu près autour de 180 millions de tonnes. Et que la particularité du sucre, c'est qu'il est à 40% internationalisé. C'est-à-dire que de tout ce qu'on récolte et qu'on fabrique de sucre sur la planète, vous avez 40% qui part sur le commerce. 40%, c'est énorme, hein. Il faut avoir en tête que le blé, comparativement, c'est 25%, le riz, c'est 10%. Et tous les fruits et légumes confondus, c'est 5%. Alors, vous avez évidemment des fruits exotiques très internationalisés, mais on a un degré d'internationalisation du sucre qui est quand même extrêmement important. Et c'est vrai que, à vous écouter, c'est là où je voudrais entendre aussi Thierry sur ce que voudrait faire la France, c'est qu'on voit un Brésil qui, en gros, a plutôt tendance à faire de la production demain pour son mix énergétique et ses engagements climatiques. Ça fera plaisir aux accords de Paris peut-être, mais surtout le Brésil défend ses intérêts autour de ça. Et puis on voit une Europe qui tâtonne un peu et en même temps qui n'est plus du tout forcément dans la tonalité stratégique d'une partie de la planète. Alors du coup, Thierry, je ne vais pas te demander si tu as pris plaisir à co-rédiger avec moi cet ouvrage. Tu me le diras tout à l'heure. Mais la France dans tout ça, parce que la France, c'est quand même en Europe le premier producteur de betteraves. J'ai dit que Napoléon, il y a un petit moment, avait suscité cette culture. Et en même temps, on est, j'ai cru comprendre, encore ambitieux sur le narratif européen d'une Europe souveraine qui devrait se penser aussi dans un monde qui se transforme. La betterave dans tout ça, elle existe? Alors, avant de répondre, puisque Madame Sander a rappelé que la viande c'était mauvais, le sucre c'était mauvais, etc., je pense qu'on a le prochain ouvrage qu'on peut faire, pour te montrer à quel point j'ai pris plaisir. À nouveau, c'est le deuxième qu'on fait ensemble. On fera une géopolitique du sel ou une géopolitique du gras, je ne sais pas. On pourra faire de ce genre de choses. Et peut-être même une géopolitique de la médecine, puisque c'est quand même là aussi un point important par rapport aux questions agricoles et alimentaires. Bon, tu as rappelé que le développement de la betterave sucrière en France
Alors, c'est beaucoup moins ancien qu'au Brésil, évidemment. Ça renvoie au 19e siècle, hein, l'introduction de la betterave sucrière, la beta vulgaris, comme on dit. Ça s'est progressivement substitué à la canne avec cette histoire de conflit qu'il y avait avec l'Angleterre. Et donc, c'est effectivement un décret impérial de 1811 qui décide donc d'implanter cette culture sur l'ensemble du territoire. Et évidemment, il y a l'aspect politique et géopolitique, mais il y a aussi tout le processus industriel qui en a découlé. Et vous avez un certain nombre de personnages qui symbolisent le succès de cette culture et du produit qui en découle, le sucre. C'est évidemment Chaptal et Delessert. Tous les deux scientifiques, ils ont été à l'origine de cette transformation de la betterave en sucre, qui est donc un processus industriel. Alors évidemment, avec tous les progrès qui ont été accomplis depuis, mais c'est un processus qui se met en place et qui aboutira à la structuration de cette filière et à une démocratisation de la consommation de sucre quand même. C'est quelque chose d'important, surtout au regard de ce qui vient d'être rappelé. Alors ensuite, pour la France, c'est effectivement important parce que c'est cette betterave sucrière. Et je crois que là, il y a une information à livrer. C'est quand même un itinéraire qui va de l'acte de la plantation, on appelle les planteurs justement, jusqu'à l'arrachage. Alors, vous voyez que le terme, déjà, pour certaines oreilles sensibles aux questions écologiques, c'est arracher une plante, ça peut heurter, ça, il n'y a pas de doute. Donc, peut-être qu'on peut adoucir le propos en parlant de récolte jusqu'à la transformation. Et donc, cette transformation appelle, comme tout processus économique, euh, une, une industrie qui soit adaptée et qui réponde donc à ces besoins en sucre. Alors, je rappelle au passage que les producteurs de sucre, les planteurs, sont au nombre de 23 700 en 2022 et ils sont répartis sur 7 régions uniquement, qui représentent, je crois que tu l'as rappelé, Sébastien, 402 000 hectares, soit 1,5% de la surface agricole utile. Alors, il y a eu un élan modernisateur à partir des années 50, mais ça, à la limite, ce n'est pas tout à fait spécifique au cas sucrier, mais à toute l'agriculture française. Et cet élan modernisateur a permis à la France de se hisser au premier rang des producteurs européens de betteraves et de sucre, puisque ça représente 30% de la production européenne de sucre. Donc, on est sur une longue phase de progrès qui résulte à la fois, mais encore une fois, ça peut être assimilé, comparé à d'autres types de cultures, à la progression régulière des rendements. Et on voit bien que dans la problématique des néonicotinoïdes, ça peut effectivement avoir des conséquences lourdes. On a ces rendements qui ont été obtenus grâce à l'amélioration génétique des plantes. Donc, ça renvoie à des processus scientifiques tout à fait importants et à des investissements dans la recherche. Dans le processus de sélection des semences, qui est aussi un domaine tout à fait fondamental. Et puis, je n'oublie pas le machinisme, évidemment. Donc, plantation, arrachage, livraison dans les usines, de ce qu'on appelle des sucreries. Vous en avez 21 en activité en 2022. Là aussi, ça a soulevé un certain nombre de débats autour de la fermeture de certaines sucreries. Et elles sont réparties sur 5 grands groupes sucriers. Et ce qui est très intéressant, puisque j'ai parlé de la répartition des planteurs, c'est que vous pouvez à peu près superposer l'implantation géographique des sucreries dans une partie nord et est de la France. Et vous avez tout un processus fort intéressant, puisque dans le cadre de la conception de ce livre, nous avons été amenés à visiter une sucrerie et ça a été absolument passionnant à Bazincourt, donc dans la Marne. Donc vous avez grosso modo résumé ici à grands traits l'itinéraire d'une betterave jusqu'au produit fini. Donc ça passe par la récolte, le lavage, le découpage, etc., etc. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très important sur peu de départements. On a quand même une production qui a permis à la France de contribuer à la production européenne et à se hisser dans les premiers rangs
des protagonistes de l'échiquier sucrier européen et mondial. Merci Thierry. Et du coup, Thierry, ton regard d'économiste sur la France agricole, c'est que il y a de l'avenir pour la betterave ou il n'y a pas d'avenir pour la betterave, sachant que, accessoirement, le prix mondial du sucre a atteint des sommets qu'il n'avait pas vus depuis plus de 10 ans et que, si j'ai bien compris, la sortie des quotas en 2017 nous fait aller en Europe et en France avec une plus grande corrélation avec le prix mondial. Alors, c'est bien, c'est mal, je comprends plus rien. C'est pas non plus là spécifique au sucre, puisque 2 ans avant, on avait décidé d'abroger les quotas laitiers qui ont plongé les éleveurs sur une concurrence européenne et même internationale. Donc, on a décidé de cela dans le prolongement de la philosophie européenne, de la Commission en particulier, puisque l'ancienne commissaire à l'agriculture, Mme Fischer-Boel, avait considéré que les producteurs, les agriculteurs devaient répondre aux signaux du marché et que probablement, en raison justement de la progression de la demande mondiale, ils pourraient avoir des prix beaucoup plus rémunérateurs sur le marché que issus des prix de soutien. Alors, j'ai rappelé le nombre de planteurs, hein, mais il y a aussi une chaîne de valeur, comme je l'ai un peu suggéré à l'instant. Vous avez des emplois directs induits, c'est 6 000 emplois dans les sucreries quand même, et qui sont eux-mêmes à l'origine d'emplois indirects. Caroline, tout à l'heure, expliquait que lorsqu'on avait une unité utilisée dans l'énergie renouvelable, on pouvait engendrer un certain nombre de conséquences économiques. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, ça participe, cette industrie sucrière et ces planteurs, d'une dynamique économique, assurément, sans oublier le fait que la France se positionne quand même parmi les grands exportateurs et que ça constitue le 4e poste de la balance excédentaire agroalimentaire derrière la viticulture, les céréales et les produits laitiers. C'est aussi des conséquences sociales, puisque les emplois et le dynamisme des territoires fait qu'il y a des répercussions sociales. Toute la dynamique territoriale est excessivement importante quand même, hein, et ça rentre dans un certain cadre là aussi européen. Alors la question que tu me poses, c'est est-ce qu'on peut imaginer à la limite une France sans betterave? Je pense qu'on pourrait même généraliser ça à d'autres productions. Est-ce qu'on peut imaginer une France sans agriculture? Et là, on aurait des répercussions évidemment sur les emplois, sur la dynamique territoriale, sur les exportations. Je rappelle quand même que ces exportations agroalimentaires permettent de dégager un excédent qui est un des rares maintenant dans l'économie française. Hein, dans un ensemble de déficits, vous avez un des rares secteurs, qui est l'agroalimentaire, a encore dégagé depuis le milieu des années 70 un excédent commercial et on n'a jamais connu de déficit depuis le milieu des années 70. Le dernier, ça a été 76 avec la sécheresse à l'époque. C'est un enjeu climatique, évidemment, au-delà de ce que je viens d'évoquer sur l'économique, le social et le territorial, puisque un hectare cultivé absorbe 40 tonnes de CO2 contre 2,3 émis. Donc là aussi, ça rentre dans le cadre, on critique beaucoup l'agriculture et le sucre, mais il faut aussi regarder les éléments positifs que ce secteur, cette filière apporte. Donc c'est un enjeu agricole, un enjeu alimentaire, un enjeu territorial, mais quand on regarde bien, et ça a été évoqué, le sucre de bouche est très minoritaire finalement, c'est 11%. Donc vous avez aussi des enjeux industriels qui rentrent dans l'économie parce qu'il y a des usages non alimentaires qui sont très nombreux. Je me suis amusé à dire que finalement le sucre, c'était le couteau suisse de l'agriculture. On peut faire plein de choses avec le sucre, avec la betterave qui rentre, vous l'avez rappelé, Madame Sander, des alcools, de l'éthanol qui vont dans la parfumerie, la chimie, avec des solvants, la pharmacie pour les médicaments, euh, du biocarburant. Alors, c'est pas sur la même proportion, évidemment. Donc, et puis sur la localisation géographique, on a quand même des répercussions sur des activités de bioéconomie. La pulpe de betterave peut être utilisée dans l'alimentation des ruminants. Elle est riche en protéines, en vitamines, en minéraux.
Donc tout ça, il y a des enjeux extrêmement importants. Donc elle est finalement, cette betterave et le sucre qui en découlent, au barycentre d'enjeux multiples pour la France, des enjeux agricoles, des enjeux territoriaux, des enjeux agro-industriels et finalement, dans le contexte actuel, des enjeux de souveraineté alimentaire aussi, bien évidemment. Merci Thierry. On peut remercier Thierry de ses éclairages sur la France. Je, j'ai reçu des questions en ligne. Je vais venir vers vous dans la salle, mais du coup, je vais prendre deux questions qui sont tombées en ligne et je demanderai à Caroline et Anne de répondre brièvement à des questions complexes. D'abord, Caroline, quelqu'un me dit, est-ce qu'au Brésil, ça suscite des craintes, des peurs, des préoccupations, les clauses miroirs européennes, nos mesures sur la déforestation, ou en gros, c'est pas un sujet? Et puis, une question pour vous, Anne, c'est l'Ukraine qui produit du sucre, puisqu'on dit que le sucre et la betterave, c'est bien, une Ukraine dans l'Union européenne, c'est donc bien pour l'Union européenne, sucre et betterave. Or, vous avez dit que ça posait des problèmes de distorsion. Il y a des gens qui ont besoin d'éclairage autour de ça. Pourquoi distorsion aujourd'hui et quid demain d'une Ukraine qui serait dans l'Union européenne? Peut-être Caroline d'abord sur... Donc, très vite, mon sentiment est que ça a changé. Quand j'ai travaillé à la présidence publique, il y avait un intérêt pour les marchés européens qui était important. C'était important de ces marchés-là. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, que les industriels se disent, OK, si vous voyez tellement de défauts dans notre agriculture, si pour vous, elle n'est pas au niveau, il n'y a pas de problème. On est très compétitif. On va chercher d'autres marchés. Et donc, du coup, vraiment, c'est un sentiment que j'ai eu, les marchés à moins d'intérêt de manière globale. Et si on veut, si je ne parle pas du sucre, mais si je parle de la protéine animale, les sentiments que j'ai, c'est que vous êtes même dépendant de la protéine animale brésilienne. Donc, si vous ne voulez pas acheter, c'est pire pour vous parce que ça va être très cher la viande, ça va augmenter les prix avec les cas de l'inflation. Donc, c'est plutôt que l'Europe a une dépendance brésilienne vis-à-vis de la protéine donc animale pour nourrir notre nutrition animale. Donc voilà, c'est la réponse que je peux vous donner avec un sentiment. Merci Caroline. Thierry, tu veux réagir? Je rappelle juste que le Brésil prend la présidence du G20 en 2024 et accueillera la COP30 en 2025. J'imagine qu'il y aura de bonnes discussions avec les Européens dans ce cadre. Thierry, tu voulais rebondir sur Je ça? voudrais juste ajouter un petit complément, parce que sur ces clauses miroirs, je me pose la question de savoir quelle va être la position de la Commission européenne. Est-ce qu'elle va imposer ces clauses miroirs à l'ensemble de ses partenaires commerciaux ou à une sélection de partenaires commerciaux? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un petit peu comme des droits de douane. Si finalement, le Brésil peut très bien exporter dans un pays qui va réexporter vers l'Union européenne parce qu'il n'est pas concerné par ces clauses miroirs. Donc, il y aura un détournement du flux commercial qui finalement se fera de façon indirecte, mais qui se fera de façon effective quand même. Donc, c'est un petit peu ça. Et l'autre point, qu'est-ce qui empêchera le Brésil, s'il se sent entravé dans son commerce de produits agricoles et alimentaires parce qu'il est pris dans la spirale de ces clauses miroirs, de déposer une plainte à l'OMC pour distorsion de concurrence avec tous les problèmes que ça peut poser par la suite. Merci Thierry. J'aurais tendance à te dire que l'OMC est en état de mort cérébrale, mais ceux qui ont prononcé parfois cette formule se sont trompés. Donc, Toujours des plaintes qui sont déposées malgré tout. Anne Sander sur l'Ukraine, un petit éclairage pour les non-spécialistes. L'Ukraine aujourd'hui peut envoyer des produits agricoles sur le marché européen. Pourquoi, comment? Et est-ce qu'une Ukraine demain dans l'Union européenne, c'est un problème ou c'est une solution pour l'agriculture européenne et sa puissance? Bon, alors d'abord, pourquoi est-ce que l'Ukraine aujourd'hui peut faire entrer ses produits sur le marché européen? Eh bien, parce qu'on a, depuis le début de la guerre,
en solidarité avec l'Ukraine, et je voudrais insister sur cette nécessité de solidarité avec l'Ukraine. Ça, c'est pas, on ne remet pas en cause ce besoin d'accompagner très fortement l'Ukraine. Eh bien, dans ce cadre-là, on a ouvert nos marchés à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de droit de douane pour un certain nombre de productions, et le sucre en fait partie. Alors euh, au départ, la quantité qui rentrait était relativement faible parce que l'Ukraine elle-même avait des gros problèmes de production. Néanmoins, ces problèmes de production ont été résolus. Je crois que voilà, ils ont eu des semences, ils ont eu des engrais, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour produire. Et donc, la production est remontée en puissance, et donc ces produits arrivent chez nous. Alors, la question, c'est la suite. Enfin, c'est déjà aujourd'hui, on a un vrai sujet. Comment on peut faire? Parce que c'est évidemment de la concurrence déloyale. Pourquoi est-ce que c'est la concurrence déloyale? Parce que les normes de production en Ukraine sont totalement différentes des normes de production en Europe. On peut parler des normes environnementales, des normes sanitaires, des normes sociales également. Et ça, évidemment, c'est de la concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Et puis, si on se projette sur la suite, alors là, la question est ouverte. Ukraine, membre un jour de l'Union européenne ou pas, moi, je ne sais pas ce qui va se passer au final. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau européen, eh bien, on a permis à l'Ukraine d'être candidat à l'adhésion avec un certain nombre de facilités, mais ce n'est pas pour autant que l'Ukraine aujourd'hui va rentrer, enfin, dans les prochains mois. C'est toujours un processus qui est long, l'adhésion. Dans tous les cas, si l'Ukraine devenait le 28e membre de l'Union européenne, c'est vrai que ça interrogerait un certain nombre de nos politiques et des financements qui sont aujourd'hui, qui viennent en accompagnement du monde agricole, mais pas seulement du monde agricole. Parce que l'Ukraine, vu les conditions économiques, socio-économiques de l'Ukraine, eh bien, l'Ukraine capterait l'essentiel des financements, alors dans le cadre de la PAC, mais aussi dans le cadre de la politique de cohésion. Donc ça, c'est un vrai sujet, avec des conditions de production qui restent quand même très différentes de ceux que nous connaissons chez nous. Alors, il y a toute une réflexion qui est en cours. Comment est-ce qu'on peut intervenir en attendant? Et là, il y a des réflexions. Alors, si vous avez des idées, je suis preneuse également, mais l'idée, ce serait de voir comment on peut peut-être, une fois que ce sucre est sorti, comment on peut faire en sorte peut-être qu'il ne reste pas en Europe et le réacheminer vers des pays tiers. Ça, c'est premier sujet. Et puis, je crois qu'il faut peut-être aussi qu'on travaille à d'autres usages, hein. On parle peut-être d'utiliser ces productions ukrainiennes pour, chez nous, alimenter une filière de biocarburants. Mais ça, c'est vraiment à discuter. Enfin, c'est des questions qui sont sur la table, mais pour lesquelles on est loin d'avoir des arbitrages. On est vraiment tout au début de la réflexion. On n'en a pas du tout débattu au niveau européen. C'est pour ça que ce sera intéressant aussi d'entendre ce que nous dira la Commission à la fin du mois. Et puis, on a besoin aussi d'avoir des informations chiffrées sur la réalité du marché. Et ça, aujourd'hui, la Commission ne nous les a pas données. Merci beaucoup. Je prends des questions de la salle, sachant qu'il y en a sur la plateforme en réserve. Donc, allez-y, questions courtes ou commentaires. D'abord, madame, vous avez été la plus rapide Ouais, j'ai à le question micro, pour un je vous la passe champion. Mais si après. le micro est là-bas, allez-y, hein. Non, non, mais c'est pas grave. J'en avais deux. La première, c'était pour vous, Caroline. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu le bilan carbone de la canne à sucre en éthanol au Brésil par rapport à l'essence? Je suis très surpris des chiffres que vous avez annoncés. Je ne suis peut-être pas actualisé là-dessus, mais je n'avais pas du tout le souvenir que c'était ça chez nous. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ça? Et l'autre, alors c'est peut-être pour vous, Sébastien, vous nous avez alléché avec l'Inde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle de l'Inde dans ce jeu géopolitique? Merci. Merci. Je prends 3-4 questions, hein, on prend un panier. Madame, Oui, bonsoir. Alors, moi, ça va être
plutôt un commentaire. Très brièvement, en 2014 est sorti un remarquable documentaire australien sur les graves méfaits du sucre sur le cerveau, qui cause la glycation des cellules, à savoir le durcissement des cellules du cerveau, qui donc cassent et rendent le cerveau beaucoup plus vulnérable par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, la maladie d'Alzheimer et le sucre, c'est peut-être un très grand tabou, mais il faudrait qu'il tombe, parce qu'il y a de plus en plus de cas de maladie d'Alzheimer. C'est directement lié à la nourriture industrielle qui use et abuse des sucres ajoutés. Donc là, on est face à un problème grandissant de santé mondiale. Sinon, le sucre est très, très utile pour d'autres domaines. Vous les avez cités, la parfumerie, etc. Et j'en passe, bon, l'éthanol. Mais il faudra de plus en plus évoquer, enfin faire tomber ce tabou des liens très étroits entre la maladie d'Alzheimer et les sucres ajoutés. Alors, bien sûr, je ne parle pas des sucres naturels présents dans les fruits secs, fruits frais, mais bien le sucre ajouté dans la nourriture industrielle. Voilà. Merci de ça. Madame à côté, monsieur et derrière, voilà, et sixième. Voilà, madame, pardon. Bonsoir, j'ai travaillé il y a 40 ans à la Sodexsucre, la plus grande société de Côte d'Ivoire, qui a créé 6 complexes sucriers. Et ce sucre était entièrement exporté en France par le port d'Abidjan. Je souhaiterais savoir où ils en sont actuellement, sachant que c'était la plus grande société. Merci. Monsieur, Beaucoup, bonsoir. Axel Bigot, donc anciennement directeur développement durable du groupe Lactalis, donc dans l'agroalimentaire. Et j'avais une question par rapport au positionnement du Brésil vis-à-vis des industries agroalimentaires par rapport aux engagements climatiques. C'est-à-dire que les engagements des entreprises sont de plus en plus dans le contexte et dans le cadre SBTI, avec le nouveau flag qui est on va dire, un ajout qui a été fait en octobre 2022, qui engage toutes les sociétés qui ont pris un engagement climat basé sur le SBTI à avoir une politique de zéro déforestation conversion Achieved 2025. Donc c'est demain. La facilité pour les entreprises agroalimentaires et pour les retailers qui sont également dans ce contexte-là, donc toute la grande distribution, c'est finalement de switcher sur l'ensemble de leur périmètre de consolidation, par exemple chez Carrefour France, comme chez Carrefour en Espagne, comme chez Carrefour au Brésil, etc., leurs approvisionnements de sucre depuis le Brésil vers éventuellement un sucre originaire betterave Europe, puisque finalement capacité à prouver la non-déforestation. J'aurais voulu savoir comment est-ce que le Brésil allait arriver à mettre en place une ségrégation des flux et de la production pour répondre à ces engagements climatiques des sociétés. merci de cette question. Alors, il y avait derrière, il y avait 2-3 questions. Merci. Oui, merci. Christian Spiegler, donc syndicat national des fabricants de sucre. J'avais une question et je voulais raccrocher ma question au titre de la conférence de ce soir, géopolitique. Quand on parle de géopolitique, on pense évidemment assez automatiquement à multilatéralisme. Bon, ce multilatéralisme, ça a été dit tout à l'heure, c'est en crise depuis, il ne s'est plus rien passé quasiment depuis les accords de Marrakech 1994, et toutes les tentatives de revitaliser et de réanimer ce processus multilatéral, ça a échoué. Il y a eu des conférences ministérielles chaque année, on y a cru. On a usé quelques directeurs généraux de l'OMC sur le sujet. Donc aujourd'hui, finalement, cette crise du multilatéralisme a eu deux conséquences. La première, c'est que ça a boosté en fait une activité bilatérale plutôt que multilatérale. Donc on a multiplié les accords bilatéraux de libre-échange et l'Union européenne a particulièrement abusé, je dirais, de cette chose-là. Et d'autre part, ça a eu comme autre conséquence que les disciplines tentent pour la maîtrise et la régulation du marché international, mais également au niveau de la production interne, donc toutes les disciplines sur le soutien interne, etc., se sont à peu près étiolées au point que de nombreux pays, notamment les pays émergents, comme on a parlé de l'Inde notamment, ont pris quelques libertés par rapport à certaines disciplines internationales, si bien que la crise que nous avons connue dans le secteur du sucre en Europe en 2017 était en très large partie due justement au non-respect de ces règles internationales. Et donc, Madame Sander, vous avez apporté déjà une partie de la réponse, puisque vous avez parlé de clauses miroirs.
Or, les clauses miroirs, comment faut-il les mettre en œuvre ou faire en sorte qu'elles soient efficaces, puisque la Commission nous dit clause miroir, oui, peut-être, mais il faut que ce soit compatible avec les règles de l'OMC. Or, les règles de l'OMC sont, comme vous le savez, en panne. Le processus de règlement des différends est en panne également, avec la nomination des juges américains, etc. Si bien que même l'Inde, qui s'est fait condamner à l'OMC, eh bien, le panel ne fonctionne plus. Le règlement des différends ne fonctionne plus, l'organe d'appel ne fonctionne plus. Et donc, à quelle dynamique faudrait-il raccrocher ces clauses miroirs pour qu'elles fonctionnent effectivement? Est-ce qu'il faut relancer le multilatéralisme et comment? Ou bien reste-t-on dans un cadre bilatéral? Et alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être que l'Union européenne prenne son courage à deux mains pour aller un petit peu au-delà de ces règles, comme le font d'autres pays. Merci de cette question. Allez, je prends une dernière question, un peu plus courte si possible, pour qu'on ait le temps de refaire des tours. Oui, bonjour, Franck Sander, moi je suis agriculteur, planteur de betteraves et président des planteurs de betteraves français. Moi, je voudrais juste revenir sur la souveraineté alimentaire dont vous avez parlé, mais pas que. J'ai envie de parler de la souveraineté en général. Vous avez l'alimentaire, vous avez l'énergétique et vous avez le sanitaire. Et pendant la crise Covid, et Sébastien, tu l'as dit, c'est important heureusement qu'il y avait la filière avec l'éthanol qui a su basculer une partie de ses outils et les transformer justement pour répondre à ces enjeux-là de sanitaire. Mais rappelez quand même que ces 3 points-là sont quand même facteurs de stabilité. Parce que le titre là aujourd'hui, c'est « Le sucre est-il géopolitique ?» Oui, le sucre fait partie justement de cette stabilité ou peut apporter de la stabilité dans le monde. Alors moi, je ne reviendrai pas sur la consommation, etc. Parce que là, bien sûr qu'il y a discussion, bien sûr qu'il faut éviter les excès, mais c'est comme partout, etc. Mais je crois que le sujet, il est quand même aujourd'hui d'apporter une forme de stabilité. Et ce dont on manque aujourd'hui peut-être au sein de l'Union européenne, c'est cette vision globale. Moi, je tiens quand même à le rappeler, je le dis avec mes mots, ça a été dit, mais l'Union européenne est passée d'exportateur net de sucre à importateur net. Ah, j'ai dépassé mon. Et ça, une fois que vous avez inversé une tendance et que vous repliez sur vous-même, on voit quand même qu'on est devenu dépendant alors qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le marché. Donc, ce n'est pas l'Union européenne, en réduisant ses exportations, qui va, entre guillemets, résoudre les problèmes mondiaux, bien contraire. Donc, ça, c'était quand même le premier point. Les agriculteurs, aujourd'hui, je tiens à rappeler, manque de visibilité dans toutes les politiques. Et si je prends juste l'exemple de la politique des quotas, parce que l'enjeu aussi de la suppression des marchés enfin, de la régulation des marchés, c'était soi-disant apporter un prix du sucre moins cher aux consommateurs. Moi, je n'ai pas remarqué que la bouteille de Coca-Cola, elle a baissé. Le prix de la bouteille a baissé. Donc ça, c'est quand même des constats qu'on peut faire. Par contre, si je fais le constat de cette politique-là, qui était pour nous désastreuse, c'est que vous étiez avec les agriculteurs et l'industrie sucrière en général, qui résonne en filière avec les emplois sur le territoire, etc., en fait, avait un prix minimum qui était garanti. Et ce prix-là oscillait entre 400 € la tonne de sucre et 650 en moyenne. Quand les quotas ont été supprimés, on est rentré dans une grave crise. Le prix du sucre est passé sous les 300 €. Et aujourd'hui, il a passé la barre des 1 000 €, même s'il revient en arrière. Au final, si on fait la moyenne de cette période-là, on revient à un prix moyen de l'ère quota. Sauf qu'entre-temps, on est passé importateur net de sucre et en même temps, on a fermé des usines en Europe. Conclusion, à un moment donné, il faut quand même qu'on raisonne global, vision et marché. Sans parler des moyens de production qui aujourd'hui nous sont supprimés au fur et à mesure et qui font que, on voit bien, crise de la jaunisse, etc., qui s'additionnent, alors qu'en parallèle, le Brésil, lui, continue à produire avec tous les moyens de production. Et je ne suis pas là pour critiquer le Brésil, c'est un constat. Toutes les molécules aujourd'hui qui sont utilisées, il y a plus de 40 molécules qui sont interdites en Europe depuis plus de 20 ou 30 ans. Ce n'est pas les dernières qui ont été supprimées et qui continuent à être utilisées au Brésil. Moi, j'y étais, et quand même juste un point. C'est vrai que le Brésil, dans sa communication, il est plutôt fort, quoi. C'est-à-dire que, non mais il faut le dire, quand on y est, etc., on vous vend des certifications, bonne sucro, etc. On vous dit qu'il y a de la diversification, il n'y a pas de la monoculture de canne, parce qu'on y intègre du soja, etc. Quand on circule dans les régions de production, vraiment de forte production de canne à sucre, honnêtement, moi, j'ai rien vu d'autre à part de la plantation de canne à sucre. Hein. C'est une forêt de canne à sucre, de canne à sucre, de canne à sucre. Quoi. Donc, le risque aussi pour nous, l'Union européenne, c'est qu'on pourrait se dire, bon, le Brésil va continuer à approvisionner.
quand la crise sanitaire est arrivée, on a quand même vu que tout le monde a fermé ses frontières, même nos pays voisins allemands et dans la production cannière, c'est quand même un risque parce que quand vous êtes en monoculture, comme on l'est au Brésil, le moindre insecte, le moindre problème de maladie, etc., ça pourrait quand même fragiliser cette production-là. Donc attention quand même de manière globale à ne pas se mettre dans la main, entre guillemets, de systèmes qui sont quand même relativement fragiles. Voilà. Merci de ce témoignage. Il y a des questions pour Caroline. C'est marrant parce qu'il y a des personnes en ligne qui m'ont demandé, Caroline, si le Brésil avait des points faibles. Et une autre personne m'a demandé, le Brésil aurait annoncé 40 millions d'hectares de mise en culture supplémentaire sur le plan agricole d'ici 2035. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais donc, voilà, il y a une petite question là-dessus. Merci aussi pour les commentaires, les remarques ou ce que vous avez posé comme question sur la Côte d'Ivoire. C'est très bien parce qu'on doit faire un tome 2, la suite, etc. Donc, on prend, hein, n'hésitez pas, on consomme. Qui veut réagir en premier? Peut-être d'abord vous, Anne, sur différents points, ensuite Caroline et Thierry. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Je Oui, ne résume oui. pas toutes les questions, on a encore un quart d'heure. Oui. Alors, je crois de manière générale qu'il est absolument urgent que l'Europe perde sa naïveté. Sa naïveté, que ce soit dans les échanges commerciaux, parce que c'est vrai, nous voulons toujours être bons élèves et donc on s'interdit un certain nombre de choses. Après, venant de certaines directions de la Commission européenne, je me dis que parfois, les règles de l'OMC, ça peut être un prétexte aussi pour pas aller dans une direction dans laquelle la Commission ne voudrait pas aller. Donc, je pense qu'il y a sans doute des deux, mais il est clair que nous devons être moins naïfs. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'outils juridiques qui doivent nous permettre de mettre en place des clauses miroirs. Alors, il y a différents types de clauses miroirs, mais même celles qui sont possibles de mettre en place aujourd'hui, on voit bien que la Commission européenne freine des quatre fers, quoi. Donc là, il faut, que nous mettions plus encore la pression sur la Commission européenne, mais il faut dire aussi qu'il faut qu'un certain nombre de pays, là aussi, se mettent dans cette dynamique-là. Et il faut reconnaître aussi que la France, aujourd'hui, est un peu seule à porter cette question des clauses miroirs au niveau du Conseil. Mais néanmoins, je crois qu'on doit arrêter d'être naïf. Sur les accords commerciaux aussi, il y a des choix à faire. Quand on discute d'accords commerciaux, eh bien, on met dans ces accords commerciaux des clauses, on fait des choix politiques aussi au niveau européen en soutenant certains secteurs plus que d'autres. Et ça relève de choix politiques. Et c'est le cas sur l'accord avec le Mercosur. Juste un point pour dire sur la naïveté de l'Union européenne. C'est vrai aujourd'hui, on est devenu importateur net. Mais ce qui est vrai pour le sucre, c'est vrai aussi pour de nombreuses autres productions. On peut parler de la production de volaille, on peut parler des fruits et légumes, etc. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on est en train, au niveau européen, à force de vouloir être tellement vertueux, et c'est bien d'avoir cette ambition, mais on pousse tellement aujourd'hui eh bien, à faire régresser, à décourager un certain nombre de producteurs, à les décourager mentalement, à les décourager aussi d'un point de vue économique. Quand je vois tout ce qui se passe dans le domaine de l'élevage aujourd'hui, et on pousse à la décapitalisation, mais les Européens, la production de viande de volaille, elle est croissante, la consommation de viande de volaille est croissante, la consommation de viande bovine est stable, voire même en légère progression. Donc nous, on arrête de produire et en même temps, eh bien, plus encore, on pousse le consommateur à se tourner vers des productions étrangères. Et avec les politiques, Farm to Fork, avec un certain nombre de textes du Green Deal, on va accentuer encore cette dynamique. Et je crois que là, vraiment, il faut une prise de conscience au niveau européen. Et il faut une vision globale. Parce qu'aujourd'hui, la seule vision qu'on a, toutes les politiques se font
avec le prisme de l'environnement, mais biaisé parce qu'en fait, on va pousser vers des productions en dehors de l'Union européenne avec des fuites de carbone parce que ces productions, elles, même si voilà, des efforts sont affichés, même si la communication est bonne, je ne suis pas sûre qu'elles respectent l'ensemble de nos standards à nous. Donc on est naïf, on est contre-productif, c'est mauvais pour les Européens. Merci, merci beaucoup. Caroline, par rapport au... Alors, il y a beaucoup de Tout va pas questions bien, tout n'est sur pas merveilleux au l'environnement. Brésil. Oui, on y va. Alors, sur les émissions des CO2, des réductions, ça, c'est l'analyse des cycles de vie qui s'est faite par l'ADEME, par l'Union européenne, par la Californie, et même la canne à sucre est considérée, l'éthanol et canne à sucre de première génération comme un biocarburant avancé parce que les sucres a beaucoup de biomasse et ça permet de produire d'autres produits dans un hectare, comme j'ai dit, les biogaz, utiliser la vinasse comme engrais, ainsi de suite, et produire aussi sa propre énergie. Donc, c'est ça qui fait l'efficacité de la plante. C'est pour ça que je dis que les taux de conversion des conversions des CO2 en biomasse est très intéressant à la canne à sucre. C'est pour ça que c'est un tout qui n'est pas grâce au Brésil, c'est grâce à la canne à sucre qui pousse dans les pays comme le Brésil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la déforestation. Je voudrais poser une question. Pourquoi vous dites que la canne est produite dans des régions où il y a des déforestations? D'où vous sortez ces données-là? Non, où il y en a, où il n'y a pas. Mais il n'y a pas, parce que la canne ne pousse pas en Amazonie, parce qu'elle a besoin des stress hydriques. Donc, elle a 2200 km de l'Amazonie, soit c'est en nord-est, soit c'est au sud-est. Donc, si on va parler du soja, on peut en discuter et on peut rentrer dans les sujets à la déforestation, comment elle est faite et comment les mécanismes. Et là, il y a un vrai sujet pour les sojas, du coup. Mais pour la canne, il n'y a pas de déforestation, vraiment. Autre chose, il y a une politique publique qui s'appelle les zonings de la canne à sucre au Brésil. C'est très intéressant. Donc, les zonings, ils déterminent des régions où la canne ne doit pas être plantée, ou les régions où la canne doit être plantée, pour des critères environnementaux, mais aussi pour des critères de productivité. Donc, c'est très intéressant parce qu'il n'interdit pas de cultiver. Il y a des normes environnementales qui vont déterminer certaines régions, par exemple en Amazonie, c'est interdit tout court la production, mais il y a d'autres zones qui étaient définies par cette politique publique qui n'a pas d'accès au financement. Donc, s'il n'y a pas accès au financement, il ne peut pas financer son usine, sa production. Donc, cette terre ne devient pas du tout attractive. Donc, c'est ça que je ne comprends pas aussi en Europe et peut-être en France, qu'on a cette image que la canne déforeste. Parce que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas un fait. C'est complètement, ça, c'est pas du tout en fait. Et ça m'étonne qu'on parle de ça encore aujourd'hui, parce que c'est des sujets qu'on a beaucoup expliqués pendant des années, et on parle maintenant beaucoup de soja, mais la canne à sucre, ça m'étonne beaucoup qu'on parle de déforestation dans les zones où on produit du canne à sucre. Vraiment, pour les coups, c'est factuel. C'est pas, parce que potentiellement, tout peut être potentiel. On peut déforester potentiellement, oui, mais où on déforeste, où il ne déforeste pas. Ces sucres que j'achète pour mon supermarché, est-ce qu'il provient d'une zone de déforestation ou pas? Potentiellement, c'est des spéculations. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le soja, c'est différent, ce n'est pas les sujets, mais on pourrait avoir un débat et voilà. Sur la COP 30 au Brésil en 2025, c'est Et donc, mais assurément pour les coûts, important. pour les sucres, vraiment, si vous avez une inquiétude, il faut vraiment pas l'avoir pour la canne à sucre. Et pour répondre aussi sur la variété des sucres au Brésil, vous avez dit il y a beaucoup, il y a des hectares et des hectares de canne à sucre. C'est vrai, il y a des exploitations agricoles au Brésil qu'il faut prendre un avion pour aller jusqu'au bout de l'autre partie de l'exploitation agricole. Donc, c'est totalement vrai qu'il y a un maire de canne à sucre. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a beaucoup de variétés différentes des sucres, des cannes à sucre. Donc, si on pense que c'est la même canne, ce n'est pas la même canne. Non, mais vraiment, parce qu'elle s'adaptait au sol et au climat. Après, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas s'il y a une maladie, s'il va contaminer, comment il y aurait qu'est-ce qui se passerait. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé. Donc, voilà, il n'y a jamais eu un problème grave au Brésil sur ce sujet-là. C'est que c'est un problème, c'est comment dire, de réformer les cannes à sucre, parce que tous les 6 ans, on doit avoir un hectare qui ne va pas planter et qui va être renouvelé. Donc ça, c'est un sujet. Mais je n'ai jamais entendu parler qu'il y a une maladie qui a ravagé. Je ne sais pas si vous savez, mais honnêtement, je n'ai jamais entendu parler.
Merci Caroline. Voilà. Et après, s'il y a des défauts, certainement, il y a des défauts, la filière. Voilà. C'est imparfait. Oui, merci Thierry. Il y a eu des questions sur le multilatéralisme et sur aussi l'Europe là, dans tout ça, sa géopolitique positive ou négative. Sur l'Organisation mondiale du commerce, qui est quand même l'incarnation de l'institution qui doit gérer la mondialisation, on peut arriver aujourd'hui au propos suivant, rien ne s'est passé comme prévu. Absolument rien. Le multilatéralisme, il est en crise, mais quand on regarde le fonctionnement de l'OMC, déjà, il y a la règle de l'unanimité avec 165 États membres, c'est quand même compliqué d'obtenir cette règle. Et puis, l'Inde a joué un rôle considérable et elle a incarné d'une certaine façon le basculement du centre de gravité de l'agriculture mondiale, puisqu'elle a fait échouer quelques conférences ministérielles, notamment sur le stockage public, qui est considéré comme une allocation budgétaire et donc à la source de distorsion de concurrence, mais elle a quand même tenu le choc. Elle a obtenu finalement l'autorisation de se constituer du stockage public pour sa sécurité alimentaire. Donc on voit bien déjà qu'un pays comme ça introduit dans l'idée de libre-échange une idée de souveraineté pour sa propre population et pas n'importe laquelle, comme Sébastien l'a rappelé. Donc, il y a une entorse là au libre-échange, mais il y a une deuxième entorse qui est quand même bien plus intéressante, sans faire injure à nos amis indiens, mais les États-Unis. Ils ont une loi agricole qui est constamment critiquée à l'OMC. Ils sont sanctionnés sur les subventions au coton, par exemple. Mais avec la guerre commerciale qu'ils ont déclenchée avec la Chine, la pandémie, ils ont débloqué des aides exceptionnelles, en plus des aides prévues dans la loi, d'environ 75 milliards. Et à 90%, ces aides étaient des aides couplées, donc qui rentrent dans la boîte orange de l'OMC, qui sont strictement prohibées. Alors, ils n'avaient pas atteint le plafond dans un premier temps, mais là, ils l'ont atteint. Donc là aussi, on est dans une configuration où la souveraineté, finalement, s'immisce dans cette question du multilatéralisme et du libre-échange. Ensuite, évidemment, l'Europe qui, voyant l'OMC en crise ou en état de mort cérébrale, pour reprendre une expression d'un président de la République au sujet de l'OTAN, a préféré opter pour la voie bilatérale ou la voie régionale quand il y avait plusieurs pays. Et sur les clauses miroirs, l'Institut Veblen et la FNB ont montré que c'était compatible avec l'OMC. Donc là, il y a du débat important autour de cette compatibilité. Est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est entière? Donc il y a des choses qu'il faut quand même examiner de près. Et puis sur ce que disait Franck Sander au sujet de la souveraineté, alors il n'y a pas d'information possible sur la dépendance en sucre maintenant. L'Union européenne est importatrice nette, elle l'est en maïs aussi, il y a le blé dur, on pourrait prendre encore d'autres exemples. Mais il y a quand même un pays qui contrebalance tout ça, c'est la France, qui continue à exporter du sucre, qui continue à exporter du maïs et qui a une production de blé dur qui est certes assez marginale maintenant, mais qui est très en avant de ses partenaires européens. Donc de ce point de vue-là, il serait possible ou envisageable, ou on pourrait suggérer aux autorités françaises, puisque nous sommes quand même encore le premier producteur européen agricole, 19% de la production des 27, de reprendre la main pour essayer d'orienter les décisions dans un sens que vient de rappeler Mme Sander et d'être un peu moins naïf. Comme disait mon voisin de gauche il n'y a pas très longtemps, l'Europe est un herbivore qui évolue dans un monde de carnivores. Eh ben, c'est pas totalement faux. Et par voie de conséquence, par rapport à votre question sur la souveraineté, il faut déjà essayer de la définir sur la souveraineté alimentaire, parce que c'est un concept très précis. Et c'est la France qui a été en avance là-dessus. Dès 2017, le président de la République a, dans son discours de la Sorbonne et après le discours de Rungis, etc., a mis en avant la souveraineté. Mais en quoi est-ce qu'il a fédéré les autres États membres autour de cette notion de souveraineté alimentaire? Parce que ça voudrait dire que s'il est en mesure de le faire, ce qui serait peut-être une bonne chose, pour desserrer un peu cette naïveté qui nous caractérise, peut-être qu'on aurait déjà amorcé là une marche vers une Europe fédérale, du coup. Mais est-ce que les autres États membres
ont l'objectif de basculer dans le fédéralisme. C'est loin d'être évident. Donc, il y a quand même là des questions de fond, et c'est pour ça que dans le livre, on a souhaité, alors on aurait pu augmenter le volume évidemment, mais on a souhaité parler quand même du rôle du sucre dans notre souveraineté alimentaire. C'est quand même quelque chose d'important. Mais il me semble que là, l'Union européenne, parce que quand même depuis toutes ces discussions, toutes ces réformes, la guerre en Ukraine a surgi et bouleverse un peu le paysage agricole mondial maintenant. Par voie de conséquence, l'Union européenne doit s'interroger profondément. L'année 2024 va être certainement une étape décisive, mais elle doit s'interroger sur ce qu'elle entend faire maintenant de son agriculture. Parce que c'est la question sucrière, c'est la question du maïs, c'est la question de l'élevage. Quand vous avez une baisse des éleveurs laitiers, la baisse de la collecte en lait, etc. Il y a le directeur de la Fédération nationale des industries laitières, il n'y a pas très longtemps, qui déclarait dans un quotidien que selon lui, à l'horizon 2027, on deviendrait importateur net. Une production laitière de cette importance dans le pays, ça interpelle quand même. Merci Thierry. J'ai moins de 10 secondes pour vous dire trois choses. D'abord sur la question de l'Inde. L'Inde, c'est encore 200 millions d'habitants d'ici 30 ans en plus. C'est 40% de sa production de sucre qui se fait dans l'Uttar Pradesh, dans ce seul État. Il est grand, il est très peuplé, mais ce seul État qui est un des plus confrontés au changement climatique. Donc rien ne dit que cette production n'aura pas des phénomènes très erratiques. Et l'Inde veut doubler l'incorporation de canne dans le mix énergétique et donc met le turbo sur la canne actuellement, pas juste sur une demande alimentaire, mais aussi sur cet enjeu énergétique. De la même manière que le Brésil a cet objectif. Donc, il y a le sujet de l'Inde. Il y avait une question qui m'a été posée sur le fait qu'il y aurait une OPEP du sucre dans le monde par les BRICS. C'est très vrai, en fait, parce que les BRICS à 11, puisque je vous rappelle qu'il y a 6 pays qui vont rejoindre ce club de bricolage. Si, c'est du bricolage. Par contre, c'est des tonnages agricoles et il ne faut pas sous-estimer ce que ça veut dire sur la planète sucre, puisque les BRICS à 11, c'est la moitié de la production mondiale de sucre et 2/3 de l'exportation mondiale de sucre. Donc, il y a déjà une OPEP du sucre si on prend les BRICS, si on considère que c'est autre chose que du bricolage. Accessoirement, je rappelle qu'il y a un truc qui est moins bricolé qui s'appelle l'Union européenne, qui a tout ce que les BRICS annoncent vouloir faire et qui le fait depuis 70 ans. Donc, de temps en temps, ce serait peut-être bien qu'en miroir des BRICS, on regarde un peu les forces européennes. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder ce soir. C'est pour ça, en fait, qu'il faut écrire des choses. J'ai fait partie de cette génération de Français qui a fait du latin. J'ai juste une chose que j'ai retenue du latin, verba volente, scripta manente. Donc, lisez des livres, faites tourner les connaissances et les réflexions. Il y a dans ce livre beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de non-possibilités d'écrire quand il faut tenir des sujets, puis des angles en fait qui ne nous appartiennent pas. On voulait rester sur un terrain très géostratégique avec Thierry. Merci Caroline, merci Anne, merci Thierry, merci à vous tous, merci à ceux en ligne. Et puis, suivez les débats de l'IRIS. Puis, suivez les débats de l'IRIS pour vous poser d'autres questions sur la marche du monde global et pas qu'agricole. Le monde bouge et à l'IRIS, on essaye de suivre ça sur différents angles. Merci beaucoup.